Donc voilà, donc le premier orateur c'est donc Sébastien Miravet, qui est membre associé au laboratoire Erafis. Il a une licence de mathématiques. Il a un doctorat en philosophie sur Bergson. Maintenant, il est doctorant en psychologie expérimentale. Il fait des expériences. Ça, c'est des choses réelles. Il est également professeur des écoles. Et son doctorat était sur, donc, comme je dis, sur Bergson, et il va nous parler du post-bergsonisme de Lévinas. Il utilise la technologie la plus avancée pour nous parler, à savoir les présentations PowerPoint. Et d'ailleurs, je crois que Jean-Michel aussi va faire la même chose. Donc, ce qui veut dire que pour un président de séance, je vais devoir me tourner. Donc, vous m'excusez si je tourne le dos à un certain moment. Voilà, donc Sébastien. Merci. Alors, je vais changer un peu la tradition. Je ferai les remerciements à la fin, puisque Florent n'est pas là. Donc voilà, vous avez prévenu, je remercierai, mais à la fin. C'est un petit changement. Voilà. Alors, rapidement, le titre de cette intervention, en fait, est lié en fait aux recherches que je mène depuis 2 ans, en fait, et qui ont commencé dans ce colloque, justement. Recherches qui ont commencé par Jean Kelevitch, qui ont continué sur Deleuze et Lyotard, et qui maintenant s'attachent à Lévinas. Alors, le post-bergsonisme de Lévinas, c'est une manière pour moi de rattacher la philosophie française à l'histoire des mathématiques. Voilà. Donc, le pourquoi du comment tout ça, je préfère ne pas l'énoncer de suite parce que ça serait immédiatement vous faire mon exposé. Donc, on va avancer petit à petit, je vais définir les termes petit à petit, et vous allez voir comment on va rattraper Lévinas après avoir parcouru quasiment en 15 minutes 2500 ans d'histoire des mathématiques. Voilà. On est parti. Donc, je vous demandais aussi de ne pas nécessairement prendre tous les termes que j'ai annoncés pour l'instant au sens où Lévinas les entend, mais après, cela ne nous interdira pas de revenir et d'utiliser, d'employer la terminologie de Lévinas. Voilà. Alors, la première division qu'il est importante de définir, c'est la différence entre l'être et les temps. Qu'est-ce qu'on entend précisément par là? Tu peux te lever et faire ta présentation. Oui. Comme ça qu'on fait tradition. Alors, j'ai essayé de prendre un peu des figures pour expliquer la différence entre l'être et les temps, et surtout avec quoi il ne faut pas la confondre. Hein. Alors, les temps, donc, c'est voilà, ce n'est pas ce qui existe, hein. Ce n'est pas à prendre dans ce sens-là. Et donc, le non-être, ce n'est pas ce qui n'existe pas. Hein. La coupure entre l'être et le temps ne recoupe pas la coupure entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. C'est absolument pas de ça dont il s'agit. Donc là, j'ai mis Pégase, par exemple. Voilà, Pégase, en tant qu'il n'existe pas, qui est un cheval imaginaire, n'est pas pour autant un non-être. Hein. C'est pas en ce sens-là qu'on entend, ou un être, hein. C'est pas en ce sens-là du tout qu'on entend la coupure entre l'être et les temps. Donc ça n'a rien à voir avec la question de l'existence. Hein. La deuxième image, donc ce tableau de Picasso, les temps, c'est en fait tout ce qui peut se montrer, tout ce qui peut se figurer, tout ce dont je peux me faire une image. Hein. Donc, le non-être, ça ne peut pas être ce qui n'est pas encore montré. Hein. Dans cette peinture, en fait, Picasso nous essaie de nous montrer ce qui ne peut pas être vu d'un personnage. Hein. Donc, il nous montre d'autres facettes de ce personnage. Et donc, on pourrait penser que finalement, Picasso, là-dedans, illustre ce qu'est le non-être. Pas du tout, hein, pas du tout, puisque justement, le non-être pour Picasso dans cette peinture, c'est une figure. C'est-à-dire une figure qui n'est pas encore apparue, certes, mais qui peut apparaître. Hein. Quelque chose dont je peux me faire une image. Donc, on n'est pas encore dans une représentation du non-être. Donc, le non-être, ce n'est pas ce qui ne peut pas, ce qui n'est pas encore montré. Hein, et qui, voilà. Si ça peut se montrer même plus tard, ben, c'est de l'étang, ce n'est pas du non-être. Et enfin, dernière image, un coffre-fort. Imaginez un coffre-fort fermé définitivement, que personne ne pourrait ouvrir. Bon, disons que l'étang, c'est tout ce qui est une image, tout ce qui peut m'apparaître toujours. Eh bien, le non-être, ce n'est pas ce qui est enfermé dans le coffre-fort, mais dont je pourrais quand même penser que c'est une image, même si je ne peux jamais la voir. Il faut être très radical dans la thèse de qu'est-ce que c'est que le non-être, traditionnellement en philosophie, c'est ce qui ne peut pas du tout être pensé comme une image. Voilà. C'est ce niveau de radicalité-là, d'accord ? Ce dont je ne peux faire absolument pas une idée, une quelconque forme de représentation, ce que je ne peux pas me figurer. Donc, tout ça, ce sont
des représentations de l'étang. Hein, ça peut être une manière de penser le mystère, mais c'est une manière de penser le mystère sous la forme d'un étang. Alors, qu'est-ce que la pensée négative? C'est-à-dire la pensée qui, elle, va tâcher ou essayer de penser le non-être en tant qu'il n'est pas une image, hein, en tant qu'il ne se figure pas. Alors, en philosophie, on a plein de termes pour parler du non-être, et qui créent souvent d'ailleurs des confusions, c'est toujours très difficile. Ceux qui ont enseigné la pensée négative à l'université, c'est toujours délicat de faire entrer les étudiants là-dedans. Parce qu'on peut avoir Alors j'ai mis des termes qui sont synonymes en fait, souvent en philosophie. Vous pouvez avoir être qui peuvent être synonymes de non-être en réalité. Hein, si on entend paraître ce qui n'est pas l'étang. Qui peut être aussi non-étang, c'est-à-dire ce qui n'est toujours pas l'étang. Et ensuite, bon, j'ai mis dessous en gros les définitions que cela donne, ce qui n'est pas un étang, ce qui ne peut être imagé, ce qu'on ne peut ni percevoir ni imaginer. Toujours et encore ce qu'on ne peut se figurer. Donc dès que vous pouvez vous figurer quelque chose, hein, par exemple les atomes, c'est quelque chose de très petit qu'on ne peut pas percevoir, mais on peut se les imaginer, on peut se les figurer sous la forme, je sais pas, même si c'est tout à fait légitime, on le sait, de petites boules, etc. Mais c'est encore une image. Tout ceci est encore une image, même si on peut le percevoir. Donc le non-être, ce n'est pas ce qui échappe à la perception. C'est plutôt ce qui échappe, je dirais, à l'imagination. Il y a une origine de cette pensée-là, de cette pensée négative, dont j'avais déjà parlé l'an dernier, qui est en fait liée aussi intrinsèquement à l'histoire des mathématiques, qui commence avec Parménide en philosophie. Et Parménide nous instaure simplement la coupure entre l'être et l'étang. Et ensuite, cette coupure qu'il instaure entre l'être et l'étang, via l'histoire des mathématiques, puisque c'est le moment où on découvre les grandeurs incommensurables qui elles-mêmes mènent à la découverte de l'infiniment petit, je vais revenir là-dessus. Et donc finalement, on a l'impression qu'on ne peut pas penser ou imaginer ce que pourrait être l'essence des choses, puisque chaque fois que j'imagine quelque chose, il y a toujours quelque chose de plus petit. Donc c'est toujours insatisfaisant. Je pense que, par exemple, comme Thalès, que tout est de l'eau, donc j'imagine une grandeur d'eau, mais cette grandeur de l'eau contient encore de l'eau, qui contient encore de l'eau indéfiniment. Et donc j'ai l'impression finalement que l'essence m'échappe, d'où l'idée de Parménide d'aller chercher précisément l'essence des choses au-delà de l'étang, hein, donc d'instaurer la coupure entre l'être et l'étang. Et ensuite, se prolongeant dans cette voie, on a de suite Anaxagore qui vient juste après, et qui a l'idée, lui, de s'intéresser non plus simplement à l'idée de positionner le non-étang derrière un arrière-monde de l'étang, mais de penser comment ce non-étang, ce non-être, conditionne l'étang. Comment, dira plus tard Platon, il y participe. Et Anaxagore, finalement, va inventer deux non-étangs. Vous avez le divers pur, hein, quelque chose qui est absolument divers, qui est composé d'éléments qui sont absolument différents les uns des autres. Et ces éléments absolument différents les uns des autres, on ne peut pas se les figurer. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on se figure a toujours une forme de ressemblance. Hein. Je peux imaginer des gens très différents, ou des objets très différents, ils auront au moins une ressemblance en tant qu'ils sont des objets, en tant qu'ils sont des grandeurs. Donc, l'idée même d'un divers pur, c'est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Hein. Et de la même manière, il va associer à ce divers pur ce qu'il appelle l'intellect, c'est-à-dire l'ensemble, qui deviendra peut-être plus tard chez Platon le monde des idées, c'est-à-dire l'ensemble, un ensemble de lois qui viennent organiser ce divers pur, qui lui apportent la ressemblance, si vous préférez, qui est l'ensemble des choses qui se ressemblent purement et qui lui apportent la ressemblance. Et c'était aussi un non-étant, puisque de toute façon, on ne peut pas imaginer des choses qui seraient absolument semblables. Hein. Il y a toujours une part de différence, ne serait-ce que le temps qui est entre les deux moments, ou la couleur, ou la nuance, etc. Donc ces deux choses-là entrent en contact, la ressemblance pure et la différence pure, et produisent l'étang, c'est-à-dire les apparences. Hein. Et c'est ainsi qu'on rentre dans une philosophie qui ne se contente pas d'instaurer une coupure entre l'être et l'étang, mais qui montre comment l'être participe à l'étang. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi adopter une pensée négative? J'ai déjà esquissé la raison pour ce qui est des penseurs de l'Antiquité, mais la question c'est pourquoi, au XXe siècle, on a encore des penseurs négatifs, et même on en a beaucoup. Alors, la raison que je voudrais expliquer, c'est que nous avons d'autant plus, enfin, les penseurs du XXe siècle avaient d'autant plus de raisons que les penseurs de l'Antiquité d'adopter cette coupure. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une situation historique, au regard de l'histoire des mathématiques, qui nous inciterait moins qu'avant de le faire, mais qui nous incite plus. Et je vais tâcher d'expliquer pourquoi. Alors, tout commence avec la découverte des grandeurs incommensurables. Durant l'Antiquité, c'est-à-dire environ vers moins 5 siècles avant Jésus-Christ,
on découvre les grandeurs incommensurables. Donc j'ai pris la peine cette année de prévoir un dessin. Je me suis dit, l'année dernière je l'avais fait, mais de manière complètement orale, c'est un peu difficile. Alors qu'est-ce qu'une grandeur incommensurable? Alors pour comprendre ce que c'est qu'une grandeur incommensurable, je vais commencer à vous expliquer ce que c'est qu'une grandeur commensurable, simplement. Voici deux grandeurs. Une grandeur, c'est une longueur, une surface, une aire, un volume, une durée, etc. Tout ce qui s'étend, tout ce qui est une étendue. Alors, le problème, évidemment, qui s'est posé depuis l'aube de l'humanité, ça a été comment on peut comparer deux grandeurs. Comment on peut comparer deux grandeurs. L'idée, c'est en général de recouvrir un étalon commun. L'étalon que tout le monde connaît mieux, c'est le mètre, en ce qui concerne la mesure des longueurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un étalon? Ça veut dire que je vais partir d'une grandeur de référence, je vais la reporter un certain nombre de fois dans celle-ci, je vais la reporter un certain nombre de fois, je vais tricher un peu, dans celle-là. Voilà, j'ai 6, 5, et donc je peux dire que celle-là est 6/5 de fois plus grande que celle-ci, ou l'inverse, que celle-là est 5/6 de fois que celle-là. Et j'accède ainsi à la possibilité de tout mesurer. De tout mesurer à partir d'une grandeur. Du moins, tel était le rêve de Pythagore. Il appelait ça monade, avec cet étalon de base qui était être l'étalon de toute chose. J'allais mesurer tout, et j'allais pouvoir tout réduire à l'idée que tout n'est que le multiple de cette monade de départ. Alors, le rêve de Pythagore, comme on le sait, s'est vite effondré, puisqu'il paraîtrait que ça serait un de ses élèves, même s'il aurait tenté de... plusieurs gens qui auraient tenté de jeter à la mer dans cette découverte, c'est que on sait en mathématiques qu'il existe des grandeurs qui ne sont pas, où vous ne pouvez pas faire ça. Donc si je prends l'exemple le plus connu, qui est la diagonale et le côté du carré, mais si vous cherchez un étalon de ce type, vous cherchez infiniment à la reporter, mais vous allez prendre au début quelque chose de trop grand, vous vous dites, bon, ben, comme d'habitude, je vais essayer plus petit. Hein, c'est ce qui se passe en général. Quand on n'arrive pas avec la première grandeur, on fait plus petit. Alors, on prend plus petit, on recommence, et ça ne marche toujours pas. Alors, dans la pratique, ça peut marcher, au moment où on va faire une erreur, on ne sait pas. Mais on sait théoriquement que si on le faisait parfaitement, si vraiment on faisait cette activité de report parfaitement, on pourrait chercher indéfiniment. Il n'y a pas de petit étalon capable de se reporter un certain nombre de fois dans celle-là, et un certain nombre de fois sans celle-là. On dit alors qu'il n'y a pas de commune mesure entre ces deux grandeurs, que ces deux grandeurs sont incommensurables, sans commune mesure. Alors la découverte de l'incommensurable entraîne donc celle de l'infiniment petit, puisque dans l'esprit de Pythagore, vous pouvez diviser une grandeur, mais au moment où vous arrivez sur la monade. Il n'y a pas l'idée du tout que vous pouvez diviser, comme maintenant c'est une idée banale, mais il faut voir que c'est une idée construite en fait, dans l'esprit, qu'il a fallu avoir une découverte, et que les grandeurs incommensurables ont permis l'idée qu'il y a un infiniment petit. Effectivement, s'il n'y a pas de monade qui au bout d'un moment arrête la division, mais vous pouvez toujours diviser. Donc voilà, j'ai essayé de représenter, donc vous pouvez. Cette représentation-là, qui est qu'on a des intervalles un peu divisés, comme on l'a appris dès le collège et au lycée, il faut bien voir que pour Pythagore, ça ne va absolument pas de soi. Voilà. Ça veut déjà dire que nous sommes des gens qui avons bénéficié d'une certaine histoire des mathématiques. Alors, à l'époque classique, que se passe-t-il? Alors, à l'époque classique, le problème des grandeurs incommensurables, c'est que cette divisibilité infinie pose un problème, c'est que, mais du coup, comment mesurer ça? Et l'idée en général des Grecs, et même jusqu'à l'époque classique, c'est de dire, ben, finalement, on va essayer d'encadrer ça. On va chercher des encadrements, et finalement, ce qu'on appelle les nombres irrationnels ne sont souvent qu'approchés, c'est la limite d'une approximation. En gros, on essaie de rabattre les grandeurs incommensurables sur des grandeurs commensurables. Et ce qui pose aussi problème, un grand problème, c'est que de toute façon, on ne sait même pas ce que c'est une grandeur incommensurable. On peut la désigner comme ça, mais on se pose la question, mais qu'est-ce qui la compose? De quoi elle se constitue? Et l'idée des classiques, qui est une idée assez géniale, et qui va ouvrir une toute nouvelle perspective en mathématiques, ça va être de dire, mais les grandeurs incommensurables, il suffit tout simplement, et je vais vous donner un exemple, non pas une grandeur composée d'un nombre fini de grandeurs, ça c'était l'ancienne version, mais c'est une grandeur composée d'une infinité de sous-grandeurs. Alors je vais vous démontrer un exemple. C'est de dire que par exemple, c'est quoi un cercle? Eh bien un cercle, c'est un polygone avec une infinité de côtés. Donc vous avez la progression, vous avez un premier polygone qui est le triangle, le carré, et ainsi de suite.
Et on augmente le nombre de côtés du polygone. Et plus le polygone augmente, plus on commence à se rapprocher du cercle. L'idée qu'a eu Kepler, par exemple, c'est de dire allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout de cette suite sans fin. Alors, ce qui n'est pas sans poser des problèmes très importants. Qu'est-ce que ça veut dire aller au bout d'une suite sans fin? Mais si on va jusqu'au bout d'une suite sans fin, ce qui était l'intuition des auteurs du XVIIe siècle, de tous les mathématiciens du XVIIe siècle, c'est que si on va jusqu'au bout de ça, eh bien, un cercle, c'est un polygone, une infinité de côtés. C'est la même chose. Et du coup, on a l'idée que finalement, on peut effectivement, entre guillemets, reporter quelque chose comme dans les grandeurs un certain nombre de fois, à condition que ce nombre soit infini. Nombre infinité de fois. Alors le problème, c'est que l'idée même, comme je vous dis, d'aller jusqu'au bout de l'infini, d'aller jusqu'à la fin de ce qui est sans fin, effectivement, ça pose des problèmes. Et le célèbre paradoxe qui est celui qu'avait déjà vu Galilée, c'est-à-dire, vous mettez par exemple la suite infinie des nombres entiers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et vous mettez en parallèle la suite des naturels pairs, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, etc. Vous pouvez associer systématiquement le 1 au 2, le 2 au 4, le 3 au 6, ainsi de suite. Vous faites ce qu'on appelle une bijection mathématique. Et quand conclut Galilée, puisque je peux toujours trouver un nombre entier que je peux associer à un nombre pair, il y a autant de nombres entiers que de nombres pairs. Ce qui intuitivement pose problème, puisque les nombres entiers ne sont qu'une partie des nombres pairs, des nombres entiers. Les nombres pairs, c'est une partie des nombres entiers. Et donc, du coup, le problème de toutes ces grandeurs composées d'une infinité de sous-grandeurs, c'est que dans tous, on rompt avec Euclide immédiatement, parce que, par définition, si vous dites je vais aller jusqu'au bout d'une suite sans fin, voilà, immédiatement vous allez affirmer la thèse selon laquelle un tout peut être aussi grand que l'une de ses parties. Alors, ce qui est très bien pour les gourmands, il faudrait imaginer un gâteau où la partie, la part est aussi grande que le gâteau lui-même. Ça évite aussi beaucoup de problèmes de partage. Tout le monde aurait le gâteau. Mais voilà. Alors évidemment. C'est vraiment un gâteau infini. C'est vraiment un gâteau infini. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, le problème qui s'est posé là, c'est qu'on arrive, enfin les auteurs du XVe siècle ont réussi à fabriquer une représentation, ils avaient une certaine figuration de ce que pouvaient être les grandeurs incommensurables, mais elle était lésée d'une contradiction. Et à se débarrasser de ces contradictions vont travailler tous les mathématiciens qui vont suivre, tous les mathématiciens de la fin du XIXe siècle au début du XXe. Et la solution qu'ils vont trouver, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils vont se débarrasser du concept de grandeur. Enfin, ça apparaît particulièrement par exemple chez un auteur comme Dedekind, qui veut vraiment s'en débarrasser. Et ça, ce n'est pas anecdotique, se débarrasser du concept de grandeur. Parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand on essaie de se figurer quelque chose, on s'imagine toujours une grandeur. Si j'imagine par exemple un point, une boule par exemple, c'est une grandeur, c'est un volume, etc. Tout ce que j'imagine a une grandeur. Même une émotion. Une émotion a au moins c'est au moins une grandeur de temps. Je pense à la faim, à la soif, etc. Donc tout ce que j'imagine est une grandeur. Donc, si les mathématiciens nous disent qu'il faut se débarrasser du concept de grandeur, ça signifie, ou est-ce que ça ne signifierait pas, ne faut-il pas adopter une pensée négative? Il faut une pensée qui ne pense pas par image. Je vais donner une illustration de ça, pour vous montrer à quel point c'est là. Alors, l'illustration, je trouve absolument emblématique de ça. Ça, c'est la figuration de ce qui ne se figure pas. Et oui, le point n'a pas d'épaisseur. Ce que je dessine. Dire qu'une droite est un ensemble de points, c'est autant dire qu'une droite se compose de ce qui n'apparaît pas. Puisque le point, par définition, n'a pas d'épaisseur. Là, il a une trace, mais normalement, c'est la trace du sans trace. C'est la trace de ce qui, normalement, ne devrait pas apparaître. De la même manière, quelque chose qui va être fondamental aussi pour les mathématiques qui vont se développer, c'est l'importance du concept de relation, qui est commencé à apparaître en parallèle, mais qui va devenir vraiment l'outil de base des mathématiques. Et par la relation, comme on va le voir immédiatement chez Dedekind, la relation permet effectivement de se débarrasser du concept de grandeur. Alors, prenons par exemple la définition des nombres entiers chez Dedekind, qui est vraiment très intéressante. Qu'est-ce qu'un nombre entier de manière intuitive, de manière qu'on l'a appris à l'école? Un nombre entier, c'est le multiple d'une unité. J'ai 3 poissons, 4 canaris, pour aller simple, c'est l'idée de quantité. C'est le multiple d'une grandeur que j'ai choisie. Bon. Mais Dedekind ne pense plus du tout les nombres entiers comme ça. C'est très intéressant parce que Dedekind considère qu'ici, il y a des nombres entiers, par exemple. Pourquoi? Je vais me constituer comme un nombre entier, je vais tous nous constituer comme un nombre entier à la Dedekind.
Donc que dit de Deakin? Il dit, mais par exemple, on va désigner un élément premier, hein, qui pourrait d'ailleurs un individu de chaise, ça porte peu, il suit qu'il y a des objets, donc on peut dire que lui c'est 0. Et il parle bien de création à partir de n'importe quel ensemble d'objets, il est très clair là-dessus. Donc ça c'est 0, ça c'est 1, et ainsi de suite, je vais instaurer une relation de succession entre tous les objets de cette pièce. Et ainsi de suite. C'est vraiment ce que représente ce tableau. Et c'est-à-dire que, en gros, dès que j'ai un ensemble d'objets, si je peux leur attribuer une relation d'ordre de ce type, la relation où j'ai un premier élément et ensuite je peux désigner le successeur dans une progression comme ça, et bien j'ai un ensemble de nombres entiers. Donc on voit bien que ce qui est important pour Deakin, c'est plus du tout de quoi se compose l'ensemble d'objets. C'est le type de relation que les éléments entretiennent entre eux. C'est ça que ça veut dire, je peux être un nombre entier. Évidemment, c'est pas ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que ce qui est important, c'est le type de relation. Et c'est ça qui va caractériser les nombres entiers. Les nombres entiers, ce n'est pas des ensembles de grandeur, c'est une certaine manière d'ordonner un ensemble. C'est ce qu'on appelle une structure d'ordre, hein, de manière. Alors, on a le même état d'esprit un peu plus tard chez Bourbaki, où j'ai mis... voilà. On peut maintenant faire comprendre ce qu'il faut entendre de façon générale par une structure mathématique. Là, c'est très intéressant. Le trait commun des diverses notions désignées sous son nom générique et qu'elles s'appliquent à des ensembles d'éléments dont la nature n'est pas spécifiée. Ça, c'est très intéressant aussi. Alors, là, je m'inscris complètement je le dis, hein, dans l'analyse qu'avait déjà proposée dans l'herméneutique formelle Jean-Michel Solansky, qui avait déjà travaillé là-dessus, qui avait vu effectivement déjà, en particulier dans l'analyse du concept d'infini, la trace d'une théologie négative, comme il écrit. Et effectivement, bon, on le retrouve à plein d'exemples qu'effectivement, les mathématiques du XXe siècle vont dans le sens d'une pensée négative. Je ne dirais pas qu'elles vont jusqu'à le dire, ou à l'expliciter, mais en tout cas, elles nous y encouragent et nous y incitent grandement, j'ai envie de dire, par la l'utilisation même du concept de grandeur et l'introduction du concept de relation. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin quand un philosophe dit « j'introduis le concept de relation ». Souvent, si vous avez le concept de relation, vous avez le concept de négativité. Alors, le problème est négatif et la solution de Lévinas. Donc, ça y est, on rattrape. Donc, je voulais montrer qu'il y avait un contexte favorable pour la notion de pensée négative, et que ce contexte est plus favorable que même celui de l'Antiquité. Alors, maintenant, quel est le problème méthodologique, comme dit Lévinas, qui se pose? Alors déjà, ce que j'ai remarqué en lisant Lévinas, c'est que ce qu'il appelle l'ontologie est complètement imprégné de ce qu'est les mathématiques de son époque. Il parle de structure, il parle de système, il parle d'éléments mis en relation. C'est-à-dire que Lévinas est tout à fait conscient de ce qui s'est passé en mathématiques. On ne pourrait absolument pas dire que Lévinas en est encore aux mathématiques d'Euclide. Hein. C'est absolument pas le cas. Lévinas a tout à fait compris que les mathématiques avaient subi une transition et qu'aujourd'hui, que la relation était devenue une substance même des objets mathématiques. Et là où ça devient très intéressant pour moi, qui essaie d'inscrire et de situer Lévinas dans l'histoire des mathématiques et dans l'histoire de la philosophie française, c'est ce qu'il dit justement du négatif, ou plutôt sa critique du négatif. C'est-à-dire que Lévinas n'est pas un simple penseur du négatif qui reprendrait simplement la négativité telle que lui léguerait l'histoire de la philosophie. Il va la repenser. Et pourquoi il la repense? Ce sera mon hypothèse. Il la repense parce qu'il a très bien lu Bergson. Il a très bien lu Bergson, il a très bien lu la fin du chapitre 3 de l'évolution créatrice, hein, qui est l'analyse du concept de désordre, l'idée de désordre. Qu'est-ce que c'est que ça, que l'idée de désordre? C'est la critique bergsonienne des idées négatives. Il faut savoir que Bergson, en France, a été connu pour deux grandes idées. La première idée, c'était que Bergson, évidemment, était celui qui avait conduit la philosophie à se rendre compte que l'objectivation mathématique avait des limites, qu'elle nous empêchait de voir le réel ou l'expérience telle qu'elle est. Ça, c'était vraiment. Et à laquelle il fallait substituer la durée, la fameuse durée, multiplicité, qualitative, sensible, etc. Bon, quasiment personne n'a suivi du côté de la multiplicité sensible. Ceux qui ont suivi, même, ont éliminé beaucoup de choses de ce concept. Mais il y a aussi une autre tradition qui, certes, a pris acte de ce que disait Bergson, mais n'a pas voulu du tout rentrer dans une approche positive et donc rentrer dans une approche négative. Et cette tradition-là, paradoxalement, était déjà critiquée chez Bergson lui-même. Avant même qu'elle se produise, vous avez déjà une critique du négatif. Pourquoi? Parce que Bergson avait déjà connu des penseurs négatifs, comme Spencer, par exemple, qui déjà, dès la fin du moitié du XIXe siècle,
avait déjà considéré que l'être est méconnaissable, qu'on ne connaît que des relations. Spencer avait déjà compris ça. Et donc Bergson fait cette critique-là, et implicitement une critique de toute une tradition négative. Et en un certain sens, quand on lit la critique que fait Lévinas des idées négatives, on a l'impression de lire Bergson. Mais, enfin, moi, en tant que bergsonien, dès que j'ai lu ça, ça m'a frappé. Alors, quelle est l'idée de Bergson? L'idée de Bergson, c'est de dire, quand vous pensez à l'idée de désordre, vous rentrez dans une chambre, elle est en désordre. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette chambre-là n'a pas l'ordre que vous espériez qu'elle ait. C'est-à-dire, elle n'est pas en désordre, cette chambre. Hein? Les lois de la physique n'ont pas cessé de s'appliquer dans cette chambre. Elle a un ordre, mais elle n'est pas l'ordre que je voudrais. Donc, l'idée de désordre est toujours l'ordre qui n'est pas là. C'est-à-dire, donc, ce que dit Bergson, c'est que pour avoir une idée de désordre, je dois d'abord me donner un ordre, et ensuite je dois le nier. Donc, vous ne pouvez pas retirer à l'idée de désordre l'ordre qu'elle nie. De là, Bergson conclut, donc si vous essayez de supposer, et là c'est évidemment toute la tradition platonicienne qui dit, si vous postulez l'existence d'un désordre qui précéderait l'ordre, hein, comme le dit Verpure chez Anaxagore, eh bien vous êtes dans la contradiction parce que dans votre désordre, il y a déjà l'ordre dont il est censé provenir. Voilà. C'est-à-dire en partant de l'idée que vous allez nier, construire un objet antérieur par un acte de négation, ben vous faites que remettre ce que vous croyez engendrer. Hein, comme le magicien qui met le lapin dans le chapeau et qui après il nous prend de l'en faire sortir. Et voilà, l'idée négative c'est ça. On met l'idée de désordre implicitement, puis on fait semblant qu'elle n'y est pas, et en fait on ressort l'idée d'ordre du désordre. Et en fait ça ne marche pas. Et ça c'est véritablement quelque chose de fondamental chez Lévinas, puisqu'effectivement, Lévinas va très loin là-dedans et comprend très bien le ressort de l'argumentation bergsonienne qui est de dire, mais finalement, et ça c'est le terme, je pense, un des plus importants pour comprendre ça chez Lévinas, c'est finalement ce que nous dit Bergson, c'est que l'idée de désordre, dans son contenu, ce négatif-là, est immédiatement synchrone avec l'idée d'ordre dont elle dit. C'est-à-dire qu'elle l'amène avec lui. Et je vais vous montrer une citation de Lévinas qui est absolument claire là-dessus. Excusez-moi, ça c'est une chose. Voilà. Quand il parle de la bonté, il dit elle n'est pas, justement, parce qu'il s'agit pour Lévinas de ne pas penser comme ça, la négativité, elle n'est pas comme la négativité qui conserve ce qu'elle nie dans son histoire. On pourrait signer ça, Bergson, c'est exactement pareil. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que Lévinas trouve dans Bergson un argument pour critiquer le négatif, mais ce qui est très intéressant aussi, et encore plus intéressant, c'est que Lévinas, comme il comprend très bien le ressort de l'argumentation bergsonienne, va essayer de dépasser ce problème-là. Et c'est là où arrive le post-bergsonisme. C'est-à-dire en dépassant. Comment penser un négatif qui ne tombe pas sous la critique de Bergson? Donc, je l'ai reparlé. Donc, ça, c'est l'ontologie au sens de Lévinas. Alors, souvent, la difficulté, et ça, c'est la solution qu'il apporte. C'est que l'autre manquêtre est en situation de diachronie, c'est-à-dire, il n'est pas synchrone. C'est-à-dire que Lévinas élimine précisément de l'argumentation bergsonienne en créant son négatif, ce qui précisément était la condition même de l'argumentation de Bergson. C'est-à-dire, si effectivement l'être, c'est-à-dire ce qui est construit par négation de l'étant, l'être porte en lui l'étant, comme l'affirme Bergson, eh bien, on peut fabriquer un non-étant qui, lui, ne le portera pas, tout simplement parce que je vais annuler la synchronie. En annulant la synchronie, je ne peux plus dire que l'idée, le négatif, coexiste avec la positivité qui nie. Je ne peux plus la faire, mais j'ai éliminé par définition évidemment, mais par définition, j'ai éliminé ce qui rendait possible la critique bergsonienne. Puisque dans la critique bergsonienne, que dit Bergson? Il dit en permanence que l'être amène avec lui l'étant. C'est ça, c'est ce qu'il répète en permanence. Mais pour qu'il amène avec lui l'étant, il faut bien qu'il soit synchrone, les deux. Qui coexistent en même temps, qui cohabitent. Donc, en supprimant la cohabitation, vous supprimez, si vous préférez, la critique elle-même bergsonienne, puisque vous empêchez que les deux idées cohabitent. Donc, vous ne pouvez plus dire que le négatif contient l'étant, puisque de toute façon, il ne cohabite pas. Il ne coexiste même pas. Alors, donc dans ce schéma, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que Lévinas, en fait, essaie de penser une autre négativité. Donc, en fait, ce qui est difficile chez lui,
mais bon, qui se comprend, c'est que la coupure entre l'être et l'état ne recoupe pas la coupure entre l'ontologie et l'autrement qu'être. La question est pour Lévinas, et là il y a une phrase qui est vraiment très intéressante. Le dévoilement de la vérité n'est pas un simple phénomène d'optique. On voit bien qu'il se positionne très différemment par rapport à la tradition de la négativité, puisque le problème chez les penseurs négativistes, c'est l'optique au sens de ce qui peut s'imaginer et se figurer. Et Lévinas arrive à penser au-delà de ce problème-là, puisqu'il arrive à se positionner dans la question de est-ce que c'est synchrone ou non. Et non plus, est-ce que c'est visible ou pas. Non imagé. Et ma thèse, c'est que cette idée-là, on peut la construire qu'en dépassant justement la critique bergsonienne des idées négatives. D'où le post-bergsonisme de Lévinas, qui prend son sens à la fois dans un contexte de l'histoire des mathématiques, mais qui prend aussi un sens dans l'histoire de la philosophie française. Lévinas se construit en ce moment-là aussi par un dépassement des limites qu'avait assignées le bergsonisme. Voilà. Donc je vais en profiter maintenant pour faire les remerciements. Je remercie beaucoup Flora qui m'était une organisation merveilleuse, et en plus nous avons une belle discussion sur Lévinas, c'est quand même grâce à toi que j'ai pu faire tout ça. Je remercie Joël aussi et tous les organisateurs en fait qui participent, plein de petites mains. Et j'en profite aussi pour remercier Arnaud François qui m'avait passé ces communications sur Bergson et Lévinas qui m'ont beaucoup aidé à préparer ce travail. Et maintenant je vous remercie vous de m'avoir écouté. Voilà. Merci. Les questions maintenant. Et avant les questions, je vais faire une petite révélation. Lévinas, c'était excellent en mathématiques lorsqu'il était au lycée. Et dans une interview qui a été découverte par... c'est une interview vidéo, découverte par Izzy Morgenstern il y a quelques années. L'intervieweur lui demande est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez, et il dit oui, il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait plus de sciences exactes. Et probablement il pensait aux mathématiques et peut-être aussi à la physique. Donc question. Pour lancer la série des questions, je vais lancer une collision. Est-ce qu'alors on peut dire finalement qu'autrement qu'elle est construit comme une fiction? Tu étais là quand on en parlait. C'était hier, je pense qu'on parlait de fiction. Voilà, c'est pour lancer les questions. Je trouve cette collision-là. Est-ce qu'alors, dans ce sens-ci, finalement, il se construit une fiction qui a un but pratique, ou de remplir un vide, ou de permettre un vide? Je voudrais compléter la question qui vient d'être posée. Bon, Lévinas est parti de l'idée de l'infini chez Descartes dans une de ses façons. Donc il y aura une nouvelle façon de déduire autrement qu'être, c'est de partir des mathématiques, de dire que les mathématiques ont pensé, en tout cas que Lévinas a pensé sur les mathématiques une diachronie, et il partirait de la diachronie pour déduire tout autrement qu'être. C'est une question. Donc, tu pourrais faire un nouvel article. Bon, mais merci pour ces propositions. C'est vrai que ça me touche beaucoup de relier l'histoire des mathématiques à ces penseurs. Pour répondre à votre question, en fait, il y a une précision que je n'ai pas faite, que je m'étais imposé de faire, que j'ai oublié de faire. C'est que je ne prétends pas du tout pouvoir déduire des mathématiques, ou pouvoir même déduire de ce que je vous ai expliqué là, l'intégralité du discours d'Autrement qu'être. La seule chose que je voulais essayer de penser, c'était ce qui s'était donné comme problème méthodologique, savoir est-ce qu'une anarchéologie est possible? Voilà, c'était ça. Est-ce qu'une transcendance pure, débarrassée de toute immanence, est possible? Et je voulais montrer que pour arriver à penser ça, il se sert à la fois de Bergson et il le dépasse. Il mobilise Bergson, et à la fois il le dépasse en introduisant son concept de diachronie. Voilà. C'est simplement ça que je voulais faire. Évidemment, tout le reste ne peut pas être déduit de ce mouvement-là. Voilà. C'est dans le silence est occupé, donc je vais passer le micro. Pardon. Donc, bon, l'exposé était d'une clarté miraculeuse et incroyablement agréable à écouter. Je voulais vous remercier d'abord. Et deuxièmement, je trouve qu'une chose qui est éclairée par ton observation, c'est une partie de la réception de Lévinas.
il y a une énorme partie de la réception de Lévinas qui consiste à resynchroniser l'autrement qu'être. Et donc qui consiste à l'assimiler aux figures classiques de la pensée négative. Or, bon, ce que tu rappelles, c'est que le geste lévinasien interdit par principe ça. D'une part, il y a cet aspect, c'est que c'est une méconnaissance logique, c'est resynchronisation. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est que on perd tout de l'intention positivement humaniste, je dirais, du discours de Lévinas. Qui est que tout ça, c'est aussi pour... un des problèmes de la pensée négative, c'est que dans la pensée négative, telle que tu l'as très très bien caractérisée, généralement, on se fascine pour le neutre et on perd toute relation à la concrétude humaine. Donc je trouve qu'à partir de ton exposé, on voit bien un des grands débats de la réception. Oui, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Michel, j'ai toujours pensé que le Lévinas d'Autrement qu'être était beaucoup plus proche que du dernier Bergson, justement, que du premier. Quand il a fait l'éloge de Bergson, il a, disons, recité, voire même reformulé la question de l'intuition chez Bergson, mais en l'associant plutôt à la question de l'amour, à la question du beau. Donc, la question de la synchronie, diachronie, effectivement, on la retrouve chez Lévinas, il l'admet, mais je pense qu'il la transforme, et en la transformant, il se rapproche plutôt du Bergson, justement, beaucoup plus humaniste, entre guillemets, des deux sources, plutôt que du Bergson de l'évolution créatrice, et encore moins du Bergson des pensées humaines. Enfin, c'est plutôt une remarque, mais je ne sais pas si tu es d'accord avec ce rapprochement. À un moment, je discutais avec Flora cette semaine et je disais, il y a deux choses qui me fait... Qu'est-ce qui fait que je me sens bien, en fait, en lisant Lévinas? C'est très étonnant parce que c'est un penseur négatif radical, donc c'est très loin de l'approche bergsonienne. Et je disais, il y a deux choses que je sens de commun. C'est, l'idée que ce qui commence, ce n'est pas nous. Et ça, c'est une idée très forte chez Bergson, en particulier le dernier Bergson, qui place lui aussi, enfin, l'éthique au centre, même au commencement de la philosophie. C'est ça son dernier geste. Alors pas du tout au sens comme Lévinas le fait, mais c'est ce qu'il a voulu faire. Et donc effectivement, il y a quelque chose comme le dehors qui entre en nous, et en plus ce dehors, c'est de l'ordre de l'éthique. Ce n'est plus la création pour la création, qui avait été son thème en matière de mémoire et l'évolution créatrice. Là, c'est le retour de la fraternité qui passe devant. Et ce qui est très étonnant, c'est que même dans le discours de Bergson, vous avez la fraternité n'est pas entendue que comme on dit souvent ça, on le réduit au concept d'amour, comme la joie, l'amitié, etc. Mais il y a aussi la notion de devoir chez Bergson. Il commence par caractériser dans les deux sources alors la version statique comme devoir, mais même quand il parle des mystiques, les mystiques obéissent aussi à un devoir. C'est très présent. Donc je dirais, c'est effectivement, il y a des résonances. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la même chose, je n'oserais absolument pas faire ça, mais effectivement, il n'y a pas que cette... Si votre question était, est-ce qu'il n'y a que cette parenté-là, que cette question très formelle, hein, qui est plutôt ce que mon dada, mais est-ce qu'il y aurait d'autres relations à faire ou interrogations à faire, quand même attention à faire des nuances aussi. Hein. Bergson insiste quand même beaucoup plus sur la question de l'amour, etc., de la fraternité, de la joie. Alors Lévinas, c'est beaucoup plus, je pense, sur la question du devoir, de la justice, etc. Donc il faudrait faire des nuances, sans non plus faire de trancher radicalement. Voilà, mais donc il y aurait des différences à faire, mais c'est vrai que c'est un travail que, voilà, si votre question, est-ce que ce travail est possible? Oui, je pense que c'est un très bon travail à faire. Très minutieux, mais... Encore un signe de 2 sur 2 minutes pour une seule question. Ah, voilà, là-bas. Il y a une incommensurabilité entre la durée et le... À peu près 43 secondes. Merci pour votre exposé, mais j'avais l'impression que vous voulez faire de Lévinas un certain Georg Cantor, donc que l'autrement qu'être, c'est une espèce de continuum analogue de cela, et donc aussi on peut poser la question, est-ce qu'il y a, dans ce sens-là, l'ensemble qui sont plus grands que continuum, est-ce qu'il y a autrement qu'autrement qu'être?
Je comprends que dans la mathématique, c'est le problème d'un problème. Vous posez la question de savoir si les mathématiques peuvent penser à faire de l'anarchéologie. Au sens de Lévinas, je ne crois pas que ça soit possible parce que les mathématiques, même celles de Georges Cantor, reposent sur la synchronie, au moins des symboles qu'ils mettent ensemble pour penser. Et même l'ensemble, alors le premier aleph, ce qui est l'ensemble en fait des nombres entiers, ou tout du moins de toute structure qui a ça, le aleph 0 en fait est déjà synchrone puisqu'il a besoin de l'ensemble des éléments finis pour se constituer comme ensemble infini. Il ne peut pas être postulé sans... Mais aussi on peut constituer l'ensemble fini au contraire à partir de l'infini. Oui, bien sûr, oui. En fait, mais disons que on pourrait faire la même critique que faisait Bergson dans cette histoire de définir l'infini par un. Cette critique faisait déjà les finitistes. Les finitistes disaient déjà, ceux qui refusaient ce concept-là disaient déjà, oui, mais quand vous dites qu'en gros on va définir le fini par rapport à l'infini, c'est-à-dire on va dire le fini c'est ce qui ne peut pas, c'est un ensemble on ne peut pas mettre en bijection avec une partie de lui-même, il faut que vous ayez déjà des ensembles que vous pouvez mettre en bijection avec eux-mêmes. C'est-à-dire que pour disposer d'un ensemble fini, vous avez de toute façon besoin de commencer par le fini, puisque de toute façon le fini c'est un peu l'actualisation d'une suite infinie de termes, une suite sans fin de termes. Voilà, et donc ça serait difficile de supprimer la synchronie, je pense, dans ce genre. Enfin, en tout cas, je pense que ça pourrait dire les Lévinas. Voilà. Bien, c'était... Bravo, merci. Exposé passionnant.